diffusion en cours sur Web Info Télévision. Vous tous qui aimez vous abreuver des informations vérifiées, décryptées et même très bien scrutées et analysées sur Web Info Télévision. Merci à vous tous qui continuez à nous prêter oreille et à nous suivre, bien évidemment, via nos différentes productions. Alors, tel que vous le savez, de jour en jour, la République démocratique du Congo, disons jour après jour, la République démocratique du Congo continue de s'enliser dans des scandales de malversation financière. Parce que les derniers cas en date, c'est effectivement la révélation choc faite par le média Afrique Intelligence qui a révélé des choses assez étonnantes qui bouleversent aujourd'hui les paysages politiques congolais, puisque l'annonce va dans le sens de faire allusion à la dissection du parquet fédéral belge sur 9 comptes bancaires appartenant, n'est-ce pas, aux proches ou aux membres du clan présidentiel, c'est-à-dire aux proches du président Félix Tshisekedi, qui se serait livré à des actes de détournement, de corruption et même de malversation financière. Pour ne pas dire gabégie pour ceux qui aiment bien utiliser ces termes et qui est devenu très approprié en République démocratique du Congo. Alors, on parle de ces nouveaux scandales qui fragilisent encore une fois de plus les paysages politiques congolais et qui créent des échos négatifs sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Alors on en parle dans ce nouveau numéro de WAP Décryptage que nous vous convions à suivre, à aimer et à partager à ceux qui ne les suivent pas à temps réel, mais surtout, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines productions. Bienvenue à bord. Alors, jeudi dernier, la République démocratique du Congo s'est réveillée sous un choc terrible puisque une fois de plus un scandale de malversation financière émanant même des dirigeants congolais ou de certains proches des dirigeants congolais a explosé de plein vol et a même généré des échos très négatifs dans l'opinion publique notamment, puisqu'il s'agit de 9 membres du clan du président Tshisekedi qui sont aujourd'hui accusés à tort ou à raison, puisque leur culpabilité n'est pas encore actée, qui sont aujourd'hui accusés par notamment des ONG qui œuvrent en matière de protection de minerais, en matière aussi de corruption et de détournement, c'est-à-dire 9 membres appartenant au clan Tshisekedi sont aujourd'hui accusés de s'être livrés à des cas de corruption et de détournement dans les mines du Katanga, c'est-à-dire dans les concessions minières des Katanga. Et donc, c'est la nouvelle révélation, choc, qui aujourd'hui dénote même de la fragilité de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Mais cette fois, il ne s'agit plus du Kasaï comme récemment avec l'affaire Chile-Gelou. Il ne s'agit plus non plus du Nord Kivu avec tous les cas de malversation financière et de corruption qu'on a appris. Il ne s'agit pas non plus de la ville-province de Kinshasa où des cas de corruption aussi ont été signalés, mais du Katanga. Pourquoi du Katanga? Parce que les Katanga, ça reste l'une, si pas la province la plus riche de la République démocratique du Congo. Les Katanga, ça reste la province qui regorge d'énormes concessions minières, d'énormes carrés miniers aussi, un énorme réservoir en termes de minerais, notamment en termes de cobalt et de cuivre. Donc, il faut d'abord partir, n'est-ce pas, de la raison pour laquelle ces nouvelles révélations concernent le cas de corruption et de détournement au Katanga. Pourquoi les Katanga, tel que je venais de le dire, c'est une province très riche qui se situe au sud-est de la République démocratique du Congo. Là, on parle, effectivement, on fait allusion au Grand Katanga, pas au Katanga démantelé. On met notamment en compte les provinces comme le Tanganyika, comme l'Oualaba, donc qui composent en quelque sorte ces grands Katanga. Donc, le Grand Katanga, tel que j'étais en train de le dire, c'est une province située au sud-est de la République démocratique du Congo qui regorge d'énormes
alors d'énormes réservoirs en minerais, notamment en cuivre et en cobalt. Donc, c'est pour cette raison que ces malversations, disons, ces nouveaux dossiers de malversation financière concernent directement le Katanga. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en géographie, doivent savoir que le Katanga détient aujourd'hui une part significative des réserves mondiales de cuivre et de cobalt, des minerais très précieux, notamment dans la fabrication des biens précieux, la fabrication de téléphones portables, de smartphones. Donc, le Katanga en détient, ces deux minéraux-là, en détient la grosse part de la réserve mondiale. Bien sûr, le Katanga regorge aussi d'autres minerais comme l'uranium qui, par le passé, vous savez tous que par le passé, l'uranium s'est classé parmi les top 3 ou les top 2 des minerais les plus recherchés au monde. Donc, le Katanga regorge aussi une part considérable de l'uranium, mais également d'autres minerais tels que les zinc, la manganèse, le plomb, l'or et les diamants. Donc, le Katanga, ça reste l'un des meilleurs réservoirs en termes de minerais au monde. Voilà, bien sûr aussi en termes d'agriculture, le Katanga regorge aussi d'importantes terres arables où notamment est cultivé principalement le maïs, mais qui dit Katanga dit d'abord minerai. Voilà pourquoi cette nouvelle malversation financière des autorités congolaises concerne directement le Katanga. Puisque s'il faut partir de la généalogie avant d'en arriver à cette dissection, à cette décision du parquet fédéral belge de se livrer à une dissection. Qui dit dissection dit étude minutieuse des comptes bancaires appartenant à 9 membres du clan présidentiel, y compris certains membres de sa famille, dont et c'est là que ça devient très intéressant, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui est aussi citée parmi ces 9 membres du clan présidentiel dont les comptes sont aujourd'hui sous dissection du parquet, sous dissection ou sous étude du parquet fédéral belge. Donc, il faut partir, tel que je venais de le dire, de la généalogie pour savoir d'où est-ce que c'est parti et comment on en est arrivé à cette dissection, à cette décision du parquet fédéral belge, n'est-ce pas, d'étudier de fond en comble, à peigne fin, le 9 comptes de 9 membres appartenant au clan ou au cercle restreint du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, tout part, n'est-ce pas, de avril 2025, donc vous sentez que voilà cette situation s'est quasiment étendue sur quasiment toute une année, parce que tout part d'avril 2025 quand une ONG qui sonne l'alerte et qui publie un rapport, cette ONG, c'est Desk, qui publie un rapport choc de 80 pages, s'il vous plaît, où elle répertorie, n'est-ce pas, les différents cas de malversation, de corruption et de détournement même de certains sites miniers par de proches de Félix Tshisekedi, en complicité avec certaines multinationales appartenant notamment à la Chine et d'autres pays dont les entreprises multinationales œuvrent en République démocratique du Congo, principalement au Katanga. Donc, c'est Desk qui sonne l'alerte en avril 2025 en signalant, n'est-ce pas, ces cas dont je venais d'étayer la teneur. C'est-à-dire que le rapport des Desk était intitulé Vision du chef de l'État dans les mines entre envahissement des sites miniers des entreprises privées et exploitation minière illégale légalisée. Il n'y a qu'un pas. Donc, cette ONG, de manière assez un peu crue, a essayé de montrer le mariage, la relation, la corrélation qu'il y a entre la vision du chef de l'État, encore qu'on ne sait pas de quelle vision il s'agit, puisque il n'y a aucun instrument de mesure qui nous permet de savoir de quelle vision il s'agit. La vision du chef de l'État, bon, c'est un terme un peu valise, un peu vague, que les turéféraires du régime actuel aiment brandir, mais dont on ne connaît jusqu'à
puisqu'elle n'a pas la substance ni la consistance. Donc, cette ONG-là essaie d'établir la corrélation qu'il y a entre la vision du chef de l'État et les cas de détournement et de malversation financière, puisque cette ONG-là dit que entre la vision du chef de l'État et l'exploitation minière illégale mais légalisée, il n'y a qu'un seul petit pas. C'est-à-dire que entre tout ce qui se passe au Katanga en termes de corruption, de détournement, de malversation financière autour des sites miniers et la vision du chef de l'État, il n'y a qu'un seul petit pas. Donc, il y a une certaine corrélation. C'est ainsi que, voilà, de manière assez crue, cette ONG DESC, depuis avril 2025, avait sonné l'alerte et avait signalé effectivement ces cas de malversation financière auxquels ça livrait certains membres du clan présidentiel, c'est-à-dire certains proches du président de la République. Peu après, c'est-à-dire 5 mois après seulement, une autre plainte, cette fois, une plainte, disons, quelque chose d'assez palpable en est sorti, c'est-à-dire quelque chose d'assez palpable est sorti de ces rapports-là de l'ONG DESC, puisque en juillet 2025, c'est-à-dire 5 mois après la publication du rapport de 80 pages de l'ONG DESC, des ONG et des associations qui luttent contre la corruption et l'exploitation illégale de mines, mais également qui luttent contre les détournements et les blanchissements d'argent, ont réussi à déposer une plainte en Belgique, très loin de la République démocratique du Congo, contre le 9 membres du clan présidentiel, c'est-à-dire le 9 proche de Félix Tshisekedi. Donc, on va essayer un peu de revenir sur les noms, mais retenez quand même que les noms les plus marquants de ces 9 membres, c'est le nom de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui est aussi citée parmi les 9 membres qui sont aujourd'hui, dont les comptes sont aujourd'hui sous dissection du parquet fédéral belge. Donc, en juillet 2025, une plainte est officiellement déposée, n'est-ce pas, à la justice belge pour poursuivre ces 9 membres qui, là aussi c'est très important, ont des nationalités belges, puisqu'ils sont justiciables en Belgique. Et donc, tout naturellement, cette plainte faite contre eux est déposée en Belgique, leur pays en quelque sorte, puisqu'ils détiennent de nationalité belge. Donc, si vous essayez un peu de revenir en arrière, j'ai commencé par dire en avril 2025, il y a eu un rapport qui a été publié par une ONG DESC. Et après, du fait de ces rapports-là, un collectif d'ONG et des associations qui luttent contre la corruption, l'exploitation illégale de mines, le détournement, mais également le blanchiment d'argent, a déposé maintenant officiellement une plainte à Bruxelles, en Belgique, pour demander de poursuite contre les 9 membres sous accusation. Alors, un élément explicite va devoir vous éclairer la lanterne sur c'est de quoi il s'agit. C'est une courte vidéo qui illustre en quelque sorte ces cas de malversation financière, une vidéo produite par nos confrères de la TV5, un petit reportage qui donne à la fois la parole aux accusés, mais également à l'accusation, mais qui explique en quelque sorte de manière assez claire c'est de quoi il s'agit. Nous vous demandons de suivre cette vidéo, puis nous revenons pour beaucoup plus de détails après. Au sud de Bruxelles, Uccle est une commune bien connue pour sa richesse. C'est dans ce quartier huppé que la famille Tshisekedi habite, derrière l'un de ses portails cachés des premiers regards. Le Congolais Jean-Pierre Mouteba vient ici pour la première fois de sa vie. À 65 ans, cet ancien salarié de la Gécamine, la gigantesque entreprise publique congolaise de gestion des mines, a décidé de poursuivre sa lutte contre la corruption en Belgique. Il a déposé plainte avec des ONG contre 9 membres de la famille du président de la RDC qui seraient co-auteurs et complices d'actes de corruption dans la région du Katanga.
chez nous en RDC. Nous avons publié beaucoup de rapports sur cette question. Nous avons identifié les personnes qui sont en train de faire et où est-ce qu'ils le font, quels sont les biens qui sont détournés, quels sont les remblais et les gisements qui sont détournés, comment ils opèrent. Nous avons multiplié des rapports, nous avons rencontré les autorités sur place. Il y a même des ONG qui ont porté plainte auprès de la justice congolaise. Malheureusement, la justice n'a rien fait. Alors il espère en Belgique une justice indépendante. Il ne s'agit pas de poursuivre des gens pour les poursuivre, il s'agit plutôt d'une certaine orthodoxie, d'une certaine transparence pour qu'on sache qu'est-ce que les gens ont fait. Il s'appuie sur les travaux préalables des ONG congolaises et sur la nationalité belge des accusés, dont les noms sont réservés à la justice. Plusieurs membres de la famille présidentielle ont la nationalité belge. Il peut y avoir une responsabilité pénale pour des personnes de nationalité belge qui posent des actes tels que des actes de corruption ou des actes de blanchiment, indépendamment du lieu où l'activité délinquante a lieu. Pour lui, cette corruption présumée toucherait directement aux richesses minières de RDC. En fait, le Katanga a des ressources parmi les plus belles et les plus impressionnantes de la planète. Aujourd'hui, Lubumbashi devrait être construite comme Dubaï, comme Doha. Et le paradoxe de la situation, c'est que ces milliards, parce qu'on parle bien en termes de milliards, ces milliards de dollars disparaissent dans des mains sans qu'il n'y ait de bien-être économique, social, pour les millions de Congolais qui y ont droit. La famille Tshisekedi a réagi. Jacques, le frère cadet du président, a mandaté un ténor du barreau belge pour s'exprimer au nom de la famille. Sur un dossier politique, selon lui, est bien trop flou pour être crédible. Je lis comme vous dans les médias que cette plainte mystérieuse concerne des personnes non nommées. Je lis que ça viserait la famille biologique de M. Tshisekedi ou la famille politique. Mais qui sont les personnes qui sont visées? Les plaignants ne nous le communiquent pas, en tous les cas dans la presse. Donc c'est un mystère assez précieux. Ce sont des accusations qui sont non fondées, qui sont contestées, et nous verrons sur pièce que les pièces soient soumises à la contradiction, et nous verrons quelle sera la vérité qui va triompher. À Kinshasa, la direction juridique de l'UDPS, le parti au pouvoir, prend elle aussi fait et cause pour la famille du président. Nous trouvons la plainte très étrange parce qu'elle stigmatise un groupe d'individus par rapport à leur appartenance politique et ou à la famille biologique du chef de l'État. Ce n'est pas dans une démarche pareille qu'on pourrait rechercher la justice. La plainte serait étayée par 80 pages de documents. Elle a été déposée à la procureure fédérale belge Anne Fransen, qui doit décider ou non de donner suite juridique au dossier. Un dossier qui s'appuie sur l'idée de prédation des richesses de la région du Katanga, le cœur minier de la RDC. Voilà donc la vidéo explicite qui essaie un peu d'illustrer la manière dont la procédure s'est déroulée, la manière dont justement la justice, disons le parquet fédéral belge, la justice belge s'est saisie de ces dossiers-là. Alors avec un peu plus de mémoire, vous vous rappellerez que au début, juste au début de cette production, j'ai essayé un peu de parler voilà, de la contradiction, du principe de contradictoire, parce que autant les accusés, disons les accusateurs, si on peut les dire ainsi, ont émis une plainte contre le 9 membres de la famille Tshisekedi, autant le clan présidentiel a aussi répondu. Et la réponse du clan présidentiel, disons, de certains membres du camp présidentiel, mis à part le défenseur de Tshisekedi que vous venez de voir dans la vidéo, il y a aussi les services, notamment certains communicateurs de l'IDPS qui se sont exprimés pour apporter un démenti par rapport à tout ce qui s'est dit autour du clan
présidentielle autour des accusations contre le camp présidentiel. C'est-à-dire, c'est Sami Kambala du parti de la Ligue de Jeunes, disons de la Ligue de Jeunes, disons le président même de la Ligue de Jeunes de l'UDPS qui a, disons, démenti toutes ces accusations-là en disant, je cite, « Nous savons que c'est une manœuvre dilatoire qui a pour objectif de perturber le président de la République qui est résolument engagé pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. » Tous ceux qui sont derrière cette plainte répondent aux exigences de leur maître qui se trouve être pilleur de la République démocratique du Congo. Cette histoire de plainte déposée contre la famille du chef de l'État Félix Tshisekedi n'est qu'un coup de théâtre qui ne peut pas perturber l'opinion congolaise à ce stade. Donc voilà en quelque sorte le démenti choc aussi de l'UDPS via le président de sa Ligue de Jeunes. Donc vous sentez que de part et d'autre, à la fois l'accusation porte sur des éléments choc, puisque, je le rappelle une fois de plus, c'est 80 pages dans ces rapports et dans cette plainte. Donc, qui dit 80 pages dit tout un faisceau d'éléments qui pèsent contre les 9 membres du clan présidentiel. Donc, il y a de quoi se fier à ces documents-là, bien que nous n'en avons pas encore de copies sur notre table, mais quand même, ce qui vient de transparaître pour la première fois dans ces documents, ou disons dans cette plainte, c'est que les noms de 9 membres sont plus ou moins révélés, c'est-à-dire qu'il s'agit notamment de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, mais également de ses deux enfants, y compris Anthony Tshisekedi, qui s'est d'ailleurs récemment livré à des scandales, on y reviendra un peu plus tard, mais également de frères, même de Félix Tshisekedi. Donc voilà en quelque sorte la consistance de cette plainte, mais également la réaction de l'UDPS qui n'a pas tardé à se faire entendre par rapport à cette plainte. Donc 80 pages d'accusations, 80 pages de charges, 80 pages d'éléments, de faits qui témoignent, n'est-ce pas, des cas de malversation et de corruption auxquels se seraient livrés 9 membres du clan présidentiel en complicité avec certaines organisations certaines multinationales qui œuvrent au Katanga dans les sites miniers au Katanga. Guy Kalenga, lui aussi, a donné son avis parce que justement, c'est l'un des membres de la société civile, parmi d'ailleurs ceux qui ont érigé ce rapport, et c'est d'ailleurs les porte-parole des manifestants, parce que du fait de ces rapports, il y a eu de manifestations dans des sites miniers. Ça ici, il faut que les gens le retiennent, du fait de ces rapports qui a été publié. Je les rappelle une fois de plus, la chronologie est très 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 importante, qui a été publié par Desk en 2025, un rapport de 80 pages d'éléments, de faits, tout un faisceau de témoignages. Du fait de ces rapports-là, il y a eu de manifestations, de la grogne au sein même de ces sites miniers-là. Et Gabriel Kalenga, qui est de la société civile et qui est porte-parole de tous ces gens qui se sont manifestés, a aussi fait une déclaration choc allant dans ce sens. Cette situation est causée par l'invasion de ces concessions, l'exploitation illicite, le pillage systématique et les violations des droits de l'homme commises sur ces périmètres d'exploitation par des hommes en uniforme qui sécurisent ces mafieux envahisseurs installés illégalement en défiant les lois de la République. Ces envahisseurs, là il fait allusion notamment aux 9 membres du clan présidentiel, mais également aux multinationales qui
qui opèrent voilà, sous leur protection. Ces envahisseurs occupent et violent les minerais sur les sites des Dissélé. Là, il vient maintenant une explication claire sur les sites parce que ce rapport a aussi essayé de répertorier de manière assez claire les sites qui sont concernés par, voilà, par ces cas de corruption, ces cas de détournement et de malversation. Sur les sites des Dissélé, Nkela, Kiwana, Gimbala Sani, Kankanda Nord, Kankanda Sud, Kankanda Ouest, Kimbedia, Rupampala et Mukondo. Donc, il a essayé un peu de répertorier à travers via ce rapport, bien évidemment, ces différents sites qui sont aujourd'hui, qui font l'objet de cas de malversation et de corruption de la part voilà, de ces membres du gouvernement, disons de ces membres proches du président de la République. Donc voilà en quelque sorte aussi l'opinion de ces membres de la société civile qui fait également office de porte-parole des manifestants dans cette affaire-là. Mais plus tard encore, l'un des avocats, l'un des gens qui font partie de cette coalition, de ces collectifs-là d'avocats qui est parti déposer plainte contre les 9 membres proches de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire Maître Bernard Menguin, qui a d'ailleurs, si vous avez suivi avec attention la vidéo que nous avons proposée, c'est lui qui était en train de parler de la nationalité belge de ces 9 membres du clan du président de la République. Donc, Maître Bernard Menguin a aussi déclaré ce qui suit. Les éléments des faits ont été dénoncés auprès du bureau du procureur fédéral. Là, il fait allusion à la plainte qui a été déposée au parquet fédéral belge. Les ONG n'ont eu cesse de dire qu'en réalité, il y a une véritable hormeta qui pèse au niveau judiciaire sur la gestion des dossiers de corruption qu'ils ont dénoncés. C'est-à-dire que pour les ONG, ce n'était pas du tout opportun et ce n'était pas intéressant ni efficace de passer par la justice congolaise parce que, entre guillemets, elle est malade. Le président de la République lui-même l'avait signalé que la justice congolaise elle est malade. Donc pour les ONG et les collectifs d'avocats qui ont déposé plainte contre les 9 membres du clan présidentiel, ce n'était pas du tout efficace ni opportun de déposer cette plainte à la justice congolaise puisqu'elle est justement malade et entachée par une certaine complicité vis-à-vis de dirigeants en face. Et donc, il y a une véritable hormeta qui pèse au niveau judiciaire sur la gestion des dossiers de corruption qu'ils ont dénoncés. Et je suis assez sensible à cet argument parce que j'ai constaté que nombre d'ONG soutiennent la réalité des dénonciations intervenues et ne cessent de marquer leur solidarité en disant que l'appareil judiciaire congolais pose vraiment problème dans des situations comme celle-là. Voilà ce que j'étais en train de vous signifier, c'est-à-dire que pour ces ONG-là et ces différents avocats qui ont déposé plainte contre les 9 membres du clan présidentiel par rapport aux corruptions dans des sites miniers au Katanga, ce n'était pas du tout opportun ni efficace de déposer plainte à la justice congolaise vu que cette justice-là est malade et pose de sérieux problèmes de crédibilité, mais également de transparence quand il s'agit des dossiers qui incriminent certains dirigeants ou certains proches des dirigeants. Donc c'est aussi ça le problème qui a fait à ce que ces membres-là puissent, disons ces manifestants-là puissent aller dénoncer ces cas de corruption à la justice belge plutôt qu'à la justice congolaise. Voilà, là c'est beaucoup plus clair à travers cette chronologie. Vous comprenez maintenant d'où est-ce que c'est parti, d'où est-ce que c'est au fait le début et même le continuum de cette affaire qui est parti d'avril 2025, qui a pris une ampleur assez importante en juillet 2025, c'est-à-dire 5 mois
après son éclatement, mais qui aujourd'hui en est au stade de la plainte. Alors la plainte, où est-ce qu'on en est? Parce que l'affaire vient de connaître un effet de rebond, puisque ça faisait quasiment 5 mois qu'on n'en parlait presque plus. Donc la justice belge décide finalement de se saisir de cette affaire-là. Donc l'effet de rebond qui vient d'exploser depuis jeudi et qui propose quelque chose d'assez concret, quelque chose qui pourrait aboutir sur même un procès à l'encontre de ces membres-là du clan présidentiel. Alors, que dit maintenant cet effet de rebond-là, l'évolution de la situation? En effet, le parquet fédéral belge s'est décidé finalement de disséquer les comptes bancaires de la famille Tshisekedi. Accusé de prédation dans les mines katangaises, tel que j'étais en train de les dire, les mines, les sites miniers que j'ai essayé un peu de citer, mes référents bien évidemment au rapport de 80 pages qui a été émis par l'ONG Desk. Plusieurs membres de la famille présidentielle sont sous enquête de la justice belge pour des faits présumés de détournement et blanchiment des fonds. Cette dernière a demandé à consulter l'historique de compte de la première dame, la très distinguée première dame Denise Nyakeru, qui fait partie, tel que je l'ai dit au début, des 9 accusés, des 9 présumés détourneurs qui appartiennent au clan du président Félix Tshisekedi. Donc, cette dernière a demandé à consulter l'historique de compte de la première dame ainsi que de ceux de ses enfants et des frères du président même Félix Tshisekedi. La justice belge prend au sérieux la plainte déposée en juillet à Bruxelles contre 9 membres de la famille de Félix Tshisekedi, tous des nationalités belges. Donc, leur nationalité belge n'est fait aucun doute. Les 9 membres dont la très distinguée première dame serait belge, selon la justice belge, puisqu'elle est justiciable devant la justice belge. Donc là-dessus, ces rapports ne posent, disons, ces retours de la justice belge ne posent aucun équivoque sur le fait que la très distinguée première dame, ses 2 enfants, mais également le frère de Félix Tshisekedi sont tous de nationalité belge, n'est-ce pas? En Belgique, l'enquête est pilotée par la chef du parquet fédéral, Anne Fransen, une procureure rompue aux affaires de criminalité organisée. Les dossiers d'information pénale portent sur des faits présumés de détournement et de blanchiment de fonds. Ils visent la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, 3 frères de Félix Tshisekedi, dont Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi et même Jean-Claude Tshisekedi, mais également ses 2 fils, c'est-à-dire, disons, ses 2 enfants, c'est-à-dire sa fille Fanny Tshisekedi et son garçon Anthony Tshisekedi. Donc voilà, en quelque sorte, de manière beaucoup plus claire, puisque la plainte déposée en amont, ou disons les rapports élaborés en amont, ne citaient pas nommément les 9 membres du clan présidentiel qui sont accusés de détournement. Mais là, à travers notamment du fait du retour même et de la décision de dissection des comptes bancaires de ces 9 membres du clan présidentiel, finalement les noms viennent de fuiter, c'est-à-dire qu'il s'agit, je le rappelle une fois de plus, de la très distinguée première dame Denise Nyakeru ainsi que de ses enfants, à savoir Fanny Tshisekedi et Anthony Tshisekedi, mais également des 3 frères de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, mais également Jean-Claude Tshisekedi. Ce sont ces personnes-là qui sont accusées de détournement ou de coalition avec toutes ces multinationales-là qui détournent des sites miniers au Katanga. Anne Fransen a fait un bref déplacement début novembre à Kinshasa, au cours duquel elle a rencontré le ministre congolais de la Justice, Guillaume Ngefa, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins, disons, il y a 2 semaines, la procureure qui s'est emparée de ces dossiers était à Kinshasa pour en savoir un peu plus sur ces dossiers-là et essayer un peu d'avoir des indices
qui pourrait amener vers la culpabilité de personnes dont les noms ont été cités si haut. Donc, elle a rencontré Guillaume Ngefa. Alors, selon le parquet fédéral belge, cette visite prévue de longue date était censée poser des bases concrètes d'une coopération judiciaire dans les affaires pénales et ne concernait pas un dossier particulier. Donc, vous savez, il s'agissait d'abord de généralités. Alors, le communiqué du parquet fait seulement mention de plusieurs enquêtes en cours qui présentent des liens et des ramifications entre les deux pays. Contacté à ces propos, le garde des Sceaux congolais, c'est-à-dire le ministre de la Justice Guillaume Ngefa, n'a pas donné suite aux sollicitations d'Afrique Intelligence, donc le média qui a relayé la dissection, disons l'annonce de la dissection des comptes bancaires de ces 9 membres du clan présidentiel, n'a pas reçu de suite favorable du ministre Guillaume Ngefa, qui aurait été contacté, mais qui a préféré garder silence et ne rien dire. Alors, pour mener ces investigations sur les dossiers katangais, la magistrate s'appuie sur les services de la Direction centrale de la lutte contre la corruption grave, la lutte contre plutôt la criminalité grave et organisée. Si l'avancement de l'enquête demeure incertain, le dossier n'a pas encore été confié à un juge d'instruction et reste à une phase préliminaire. Donc, on en est encore aux phases préjuridictionnelles, aux phases préliminaires, donc on n'en est pas encore en pleine instruction. Les autorités belges ont récemment adressé des réquisitions auprès de plusieurs banques pour vérifier certains mouvements de fonds. Afrique Intelligence a pu consulter l'une d'entre elles adressée à un établissement belge à qui le parquet a demandé à consulter l'historique des comptes bancaires de Denise Nyakeru Tshisekedi et de Fanny Tshisekedi. Contacté, le parquet fédéral s'est refusé de tout commentaire. Là aussi, le parquet fédéral a préféré garder silence pour essayer peut-être de ne pas politiser également cette procédure-là qui pourrait amener vers un procès, si la procédure aboutissait bien évidemment, à un procès contre les 9 membres proches du clan présidentiel. La plainte déposée à Bruxelles par les ONG et des associations katangaises accuse le membre du clan présidentiel d'avoir fait main basse, c'est-à-dire d'avoir appuyé notamment d'acteurs chinois ou libanais, c'est-à-dire qu'il s'agissait de multinationales chinoises et libanaises sur l'exploitation minière artisanale dans les provinces du Katanga, du Lualaba et du Haut-Katanga, ce qui semble confirmer un rapport interne du groupe kazakh Eurasian Resource Group ERG, révélé en octobre par Afrique Intelligence, c'est-à-dire le 6 octobre 2025. Des assertions fermement réfutées par des principaux intéressés qui estiment à l'inverse, c'est que leur nom de famille est usurpé depuis plusieurs années par des opérateurs désirés s'implanter dans les sites miniers. Donc vous venez de cerner un peu c'est de quoi il s'agit, les contours de cette affaire-là qui concerne 9 membres du clan présidentiel, dont ça c'est très important, la très distinguée première dame. Alors, jusque-là, aucune culpabilité n'est déjà établie, mais retenez que la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, fait aussi partie de ces 9 personnes qui sont accusées d'avoir détourné des sites miniers au Katanga, d'en avoir facilité le détournement des sites miniers ou d'être en coalition coopérer avec des multinationales chinoises et libanaises qui se livrent à de détournements et des cas de corruption ou alors de malversation dans les sites miniers au Katanga. Alors, l'autre information principale que l'on peut retenir de cette annonce de dissection contre les comptes des dissections des comptes de Denise Nyakeru Tshisekedi et d'autres membres du clan présidentiel, c'est que Denise Nyakeru est vue en Belgique comme une citoyenne belge, tout comme ses 2 enfants, à savoir Anthony et la fille de Tshisekedi, qui sont tous reconnus en Belgique comme possédant la nationalité belge. Voilà donc un autre scandale qui couvre les paysages politiques congolais. Déjà que la RDC, c'est un pays dont les scandales sont devenus
pratiquement routinier après le scandale de Anthony Tshisekedi dans une boîte de nuit qui s'en prend à une autre personne en tirant même à balles réelles dans une boîte de nuit. Après la fameuse série hollywoodienne du braquage de la Rabobank par Honorine Porsche avec une arme en plastique. Après, bien évidemment, l'interview controversée de la ministre Thérèse Kayikwamba dans un média qui est sous censure en République démocratique du Congo. Nous voici à un autre niveau maintenant des scandales. Nous voici devant un nouveau scandale, cette fois un scandale qui fait très mal aux Congolais puisque c'est un scandale qui dénote de la très mauvaise gouvernance. Encore on n'en a pas encore de preuves. Il n'y a aucune, il n'y a pas d'éléments concrets qui attestent que ces rapports ou disons cette plainte déposée par des ONG et des associations qui luttent contre la corruption et les malversations financières, on n'a pas de preuve que cette plainte-là est plausible ou contient des éléments vrais. Mais quand même, ces nouveaux scandales judiciaires, disons, ces nouveaux scandales de corruption plongent quand même le pays dans une incertitude et amènent plusieurs Congolais à se poser tant de questions sur, n'est-ce pas, la bonne gouvernance des dirigeants qui sont aujourd'hui aux affaires en République démocratique du Congo. Alors, avant de continuer et d'en débattre davantage et d'en savoir un peu plus sur cette affaire, on va devoir vous plonger dans un discours choc de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, c'est-à-dire Fulgence Muteba, qui en plein stade, entouré de chrétiens qui étaient venus célébrer la messe ces jours-là, puisque Lubumbashi accueillait le représentant du pape, avait justement évoqué ces cas de corruption qui font que la RDC ne décolle pas. Alors vous savez les paradoxes qu'il y a en République démocratique du Congo, c'est-à-dire un pays potentiellement riche, un pays qui génère énormément d'argent, mais dont la population reste parmi les populations les plus pauvres au monde. Alors, ces paradoxes-là a amené Monseigneur Fulgence Muteba de Lubumbashi à tenir un discours très chaud que nous allons d'ailleurs dont nous allons vous proposer un extrait avec la complicité de la régie pour savoir un peu comment fonctionne l'État congolais. Un État, je le rappelle une fois de plus, parmi les plus riches au monde en termes de potentiel, qu'il s'agisse des minerais, qu'il s'agisse de la terre arable, qu'il s'agisse de ressources humaines même, qu'il s'agisse de l'air, de l'eau et de toutes les ressources qui peuvent développer les pays, mais dont la population reste parmi les populations les plus pauvres et les plus indigènes, les plus indigentes au monde. Alors nous vous proposons de suivre cette vidéo, puis nous allons revenir sur ces plateaux après. Au sud de Bruxelles, Uccle est une commune bien connue pour sa... Il y a une vidéo de Fulgence Muteba, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, qui entouré de plusieurs fidèles venus célébrer l'arrivée de l'envoyé du pape en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi, avait vraiment choqué l'opinion congolaise parce que c'était un discours vraiment caractérisé par une franchise assez particulière, et un discours qui révélait à la fois qui révélait le paradoxe congolais, un pays très riche mais dont la population reste engloutie dans la pauvreté. Suivez. C'est un événement historique qui s'est clôturé au stade Mazembe de la Kamalundo ce dimanche 11 juin 2023. Le Congrès eucharistique national a réuni les évêques et délégations constituées des fidèles, prêtres consacrés et laïcs des 48 diocèses du pays. Ces moments rares et solennels auxquels le président Moïse Katumbi et son épouse ont pris part comme au jour de l'ouverture.
Le représentant du pape François, le cardinal Louis Antonio, célébrant principal, a centré son message sur le thème du congrès, tout en mettant l'accent sur l'essence de la souffrance des enfants d'Israël. Plus de 2000 enfants ont reçu la première communion et les couples qui ont fait plus de 50 ans de vie commune sans interruption ont été bénis et félicités par ces représentants du pape. Le Haut-Katanga, province qui a accueilli les 48 diocèses de la RDC, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba Mugalu, a remercié le couple Katumbi d'avoir disposé gratuitement le stade Mazembe. Ce peuple donc vit sur un territoire garni par d'immenses richesses naturelles dont, hélas, il ne profite pas suffisamment. Qu'il s'agisse du cuivre et du cobalt d'ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant du Kasaï, ou encore du bois de l'Équateur, et des recettes douanières des frontières avec les 9 pays qui nous entourent, les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une rare gloutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu scrupuleuses. Pendant ce temps, la population de tous les Congos, qui en est le propriétaire attitré, croupit dans la misère. Dans ces conditions, l'abîme entre le train de vie insolent de l'oligarchie politique et la majorité du peuple ne cesse de grandir dans l'indifférence générale de ceux à qui revient la responsabilité de gérer la chose publique. Dans ces conditions injustes et révoltantes, Éminence, le peuple congolais, dont l'échantillon se trouve en face de vous, ne désespère pas. Grâce à la foi chrétienne, qu'il puise notamment dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, ce peuple croit fermement à des lendemains meilleurs. Cette logique, le 3e congrès eucharistique national, j'en suis convaincu, est une opportunité qui augure des bons lendemains de notre foi en Jésus-Christ et de la libération de notre pays des chaînes et des ténèbres, de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Sachant que vous êtes ressortissants des Philippines, pays qui a connu les affres de la dictature il y a quelques décennies, mais qui s'en sort plutôt bien aujourd'hui, je confie notre pays, la République démocratique du Congo, que vous visitez pour la 2e fois en une année, à vos ferventes prières et à celles du Très Saint-Père. Comme vous le constatez, Éminence, ce peuple tient à son unité et à la cohésion nationale. L'Église catholique, dont la majorité de ce peuple se réclame, est le symbole le plus éloquent et le signe le plus manifeste de l'unité indéfectible de ce pays. Logiquement, il est désormais clair que quiconque s'amusera à le diviser à cause des velléités politiques le trouvera sur son chemin. Je vais vous obéir. Logiquement, disais-je, il est désormais clair que quiconque s'amusera à diviser ce pays à cause des velléités politiques trouvera ce peuple sur son chemin. Ma gratitude s'adresse à Monsieur et Madame Katumbi qui nous ont offert gracieusement
Ils nous ont offert gracieusement ce magnifique stade au nom de leur foi, de leur amour pour ce pays et au nom de leur amour pour cette Église du Christ. Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a également fait mention de la situation que traverse le pays. Il est vrai, notre société fait face à de multiples crises. Insécurité récurrente, massacres, guerres et catastrophes naturelles dans certaines zones. À cela s'ajoute la peur du lendemain. Nos familles ont faim. Plusieurs parents, suite à leur maigre salaire, n'arrivent pas à subvenir aux besoins alimentaires et autres de leurs enfants. Le congrès eucharistique national s'est clôturé, mais les pèlerinages continuent en martelé ces pasteurs de l'Église catholique bien avant la fin de cette célébration eucharistique. Voilà donc un discours fait de vérité, peint de sincérité, assis sur la réalité qui à la fois montre la médiocrité dans laquelle est assise la gouvernance en République démocratique du Congo, pas que la gouvernance d'aujourd'hui, depuis l'indépendance, c'est-à-dire que Dieu nous a dotés d'un pays potentiellement riche, d'un pays malheureusement qui ne sait pas, qui n'a pas encore eu des dirigeants capables de transformer ces potentialités en richesse. Et le peu de potentialités qui sont transformées en richesse sont détournées par de dirigeants caractérisés par un appétit vorace des détournements et des corruptions. Et donc, c'est vraiment très, très, très déplorable pour la République démocratique du Congo dont nous sommes citoyens. Et bizarrement, certains citoyens ne s'en remettent même pas et ne comprennent pas les enjeux de l'ère et ne comprennent pas la direction ou la marche dans les noirs qui est en train de prendre notre pays. Alors, merci de continuer à nous suivre. Vous êtes très nombreux. Je vois ici quelques commentaires de ceux qui sont en train de nous suivre. Il y en a un qui dit, il s'appelle Lumbala Kadima, qui dit n'importe quoi. Il y a Musumbo Kakuta qui dit un Moulouba qui défend les grands voleurs de Chilombo, l'incompétent. Moi, je n'aimerais pas que l'on rentre dans des considérations tribales. Ne voyons pas les gens pour ce qu'ils sont. Voyons-les plutôt pour ce qu'ils font. Donc, ne jugeons pas les actes des gens ou des dirigeants par rapport à leurs origines. Jugeons leurs actes par rapport à tout ce qu'ils à tout ce qu'ils produisent en termes de productivité politique et des compétences. Donc, j'aimerais que notre ami Musumbo Kakuta essaie un peu de quitter ces terrains tribalo-ethniques là, parce que ça aussi, c'est un véritable blocage pour l'avancement de notre pays. Alors, il y a Gabriel Ngouadi qui dit bande des inconvénients. Moi, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Insensé, jouisseur, incompétent. Donc, c'est aussi ça son opinion. Je ne sais pas, il fait allusion à qui. Il y a Molion Fungundu qui dit une famille de voleurs. Là, c'est son avis. Trésor Mwanko qui dit de fausses informations, aventurier. Bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il est défenseur des gens qui sont désignés dans cette plainte-là, émise par, n'est-ce pas, les associations et différentes ONG. Et donc, Pierre Mbaka qui dit « Vous allez souffrir de l'AVC parce que Fachi Béton, il est président jusqu'en 2100 ». Voilà, Fachi Béton Mukwatombolo, bon, c'est son avis. Peut-être que c'est un fervent militant de l'IDPS parce que c'est comme ça que généralement ça réagit à l'IMT. Alors, j'espère que à travers cette vidéo ces discours du monseigneur Fulgence Mouteba, vous avez au moins cerné un peu des mots, le paradoxe
qui caractérise la République démocratique du Congo et le cause même de la pauvreté dans laquelle restent engloutis les pays pendant plus de 60 ans. Donc c'est à la fois alarmant et très interpellateur. Et dommage que certains de nos compatriotes ne comprennent toujours pas que c'est anormal qu'un pays avec autant de potentiel puisse rester englouti dans la pauvreté. Alors, il y a un politicien congolais qui disait, dont j'appuie d'ailleurs la thèse qui disait que la République démocratique du Congo, c'est un peu comme une moustiquaire où l'argent sointe de partout. Donc, il y en a à ces moments même qui sont en train de détourner. Dans une province de la RDC, il y en a qui sont en train de créer des projets pour mieux détourner. Vous savez sans doute appris avec moi qu'il y a une chanson, n'est-ce pas, une chanson à l'intention du franc congolais qui devrait être produite tantôt et dont le coût irait jusqu'à 2,6 millions, 302 millions de dollars, c'est-à-dire 400 000 pour la production, disons, dont les coûts iraient à peu près jusqu'à 5 millions, c'est-à-dire la production d'une chanson à l'intention ou à l'honneur du franc congolais qui coûterait à peu près 5 millions. Donc vous voyez maintenant comment la RDC c'est comme une moustiquaire où tout le monde fait sointer, fait fuiter l'argent de partout selon qu'il en a, n'est-ce pas, l'opportunité. Alors ça, c'est quelque chose vraiment à décrier. Alors, mais aussi pour essayer un peu de corroborer ces néo-patrimonialismes qui caractérisent la République démocratique du Congo, puisque on en est à un niveau où les dirigeants arrivent à confondre les biens de l'État et leurs propres biens, l'argent de l'État et leur propre argent. Donc, on en est à un niveau de néo-patrimonialisme qui fait que la RDC aujourd'hui ne parvient plus à différencier l'argent de la caisse publique et l'argent de caisse de politiciens. Ça aussi, c'est à plaindre. Alors, pour essayer un peu de corroborer cette tendance-là, il y a même un ancien membre du gouvernement qui avait révélé quelque chose d'assez important, qui faisait aussi partie du fameux clan présidentiel, du fameux cercle restreint du président de la République. Dans une vidéo, une fois de plus, que nous allons devoir vous proposer, Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, qui faisait des allégations choquantes sur la manière dont l'argent du pays, de la République démocratique du Congo, l'argent du contribuable congolais est dépensé dans les cercles restreints du président de la République, ou disons dans le gouvernement même du président de la République. Là, il n'avait pas de main liée, il était devant les journalistes. Nicolas Kazadi, il avait déclaré justement que l'argent du contribuable congolais était dépensé de manière assez personnalisée et non de manière à profiter au large public. Donc, je vais demander à la régie de nous proposer plutôt Nicolas Kazadi, qui dans une interview avait déclaré que les politiciens, avant de commencer un projet, ils s'alivraient d'abord au partage de l'argent destiné à l'accomplissement de ces projets-là. Nicolas Kazadi, dans cet élément vous proposé par la régie, et donc à partir de cet élément, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire actuellement. Lingi jouissance ming, ce qui mbong vous allez tokabolanan, toko réfléchir après. Mon projet est tokabolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement tokaboli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que, dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année, hein. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée kili. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter, et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, il y a mon conseil, ça ne va pas. Le conseil des ministres, nous, on va les soigner. Oui, mais ils ont matata. Quand c'est simple, ils ont matata. Mais ils ont comme tout ça, famille Moko, famille Congo, il faut que vous attendez à expliquer. Mais il faut peu courage pour ça, pour avancer. Et rien n'engaille peut-être des équipes qui n'ont pas de
Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Donc nous avons un outil que ici Koyo et Zamabe. Sauf que Mbangu au bimi Fomutu. Voilà, dans un franc-parler rare, Nicolas Kazadi étale la tactique de membres du gouvernement et certains membres du clan présidentiel lorsqu'il s'agit de gérer l'argent de l'État. C'est-à-dire que Tokaboli d'abord, on se partage et puis on réfléchit comment on va justifier cet argent. Voilà pourquoi il y a eu tant de détournements depuis quasiment 5 ou 6 années à mettre à l'actif de plusieurs membres du gouvernement, chacun selon son secteur. C'est-à-dire que chaque ministre, parfois même des directeurs des cabinets, parfois même des gens qui ne font pas partie de l'appareil gouvernemental, se sont livrés à de détournements alors spectaculaires. Ces détournements-là sont effectivement du fait de cette complicité criminelle de plusieurs membres du gouvernement, entre le membre du gouvernement qui décide de se partager d'abord l'argent de l'État, l'argent destiné à certains projets avant de matérialiser ou de réaliser ces projets. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas une création de WAB Info Télévision, c'est Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, l'ancien argentier de l'État. Vous rendez compte de quel rang il occupait, l'ancien argentin de l'État. Donc, pour que l'argent sorte des caisses publiques, c'est Nicolas Kazadi qui devait décider. Donc, si ça vient de l'argentier de l'État, imaginez-vous, c'est que ça veut dire l'ampleur du danger que nous sommes en train d'encourir avec la nouvelle gouvernance. Alors, une journaliste très courageuse congolaise a essayé un peu d'établir la longue liste de détournements. C'est assez particulier parce que même la liste de détournements est aujourd'hui est aujourd'hui montable. Elle en a répertorié quasiment plus d'une dizaine, une trentaine de cas de détournement à mettre à l'actif de l'actuel appareil gouvernemental. Et donc, elle a commencé notamment par 15 millions de rétrocessions. J'espère que vous aussi, vous serez en train de noter quelque part. Bien sûr, la liste peut être teintée de quelques exagérations ou de quelques créations, mais quand même, c'est très factuel puisqu'il s'agit de 15 millions. Tout au début de la mandature de Félix Tshisekedi, 15 millions de rétrocommissions, ça avait fait beaucoup de bruit, soit 600 millions pour le projet 100 jours, 57 millions maisons préfabriquées, 324 millions pour les Jeux de la francophonie, 112 millions pour l'affaire Chile-Gelou, 300 millions Covid. 600 millions RAM, tout ça c'est de l'argent détourné, des projets qui ont vu les financements être détournés, 14 millions pour la construction des pyramides en Mbuji-Mayi, 10 millions Gécamine, 32 millions Kinshasa zéro trou, 25 millions route Kananga Mbuji-Mayi, 300 millions forage, le projet forage, le fameux projet forage qui avait vu d'ailleurs Nicolas Kazadi être interpellé par la justice, 13 millions pour les fameux dossiers lampadaires, 3 millions au Sénat, 70 millions sociétés communières, 25 000 dollars Istem Maniema, 250 000 dollars gouvernorat Tanganyika, 400 000 dollars ministère de l'enseignement, 9,2 millions achats de 14 bus et 12 minibus à l'Assemblée nationale, 14 millions pour la construction de 3 écoles et 3 hôpitaux à Mbuji-Mayi, 200 millions achat de 3 drones, 440 000 hôtels à Munich, 115 millions pour Kinshasa Arena. Vous vous rappelez, les travaux sont toujours, on ne sait pas si les travaux sont toujours en cours ou déjà arrêtés pour défaut de financement. 80 millions pour le bâtiment de l'IGF, 242 millions du projet de 145 territoires, 17 millions d'études de faisabilité de chemin de fer Kinshasa-Banana, 10 millions construction des centres de formation professionnelle, 200 millions achat de 4 drones, 114 millions achat de 2 Sukhoi, même
en ce qui concerne l'achat de, voilà, des appareils militaires qui vont assurer même la vitalité de l'État ou l'existence de l'État. Tout est détourné. 26 millions. Projet Poisson Namibie, 697 millions projet carte d'identité par l'ONIP. Vous savez qu'il y a eu des détournements spectaculaires à ce niveau-là, notamment avec la surfacturation même de cartes pour citoyens. 70 millions pour l'assistance des victimes de guerre à l'Est. Vous savez aussi pour faire un petit raccordement avec tout ce qui se passe au niveau de Fonarev, où les victimes reçoivent des miettes pendant que tout l'argent, ou quasiment presque tout l'argent ou presque, est dépensé dans le fonctionnement, c'est-à-dire dans les traitements de fonctionnaires du Fonarev. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc 70 millions de fonds alloués pour l'assistance des victimes de guerre à l'Est, 32 millions de détournements de l'impression des bulletins au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, vous vous rendez compte que même dans l'achat de bulletins, il y a eu des cas de détournement qui ont été signalés. 90 millions pour les projets de mines de Kamfundwa, 200 millions pour en ce qui concerne les impôts à Kamoa ou Lualaba, 5 000 $ DG Metelstat, 300 millions achats d'armes pour la maison militaire, 430 millions pour les mercenaires, voire maison civile, c'est-à-dire en référence à la maison civile du président de la République, 100 millions pour doter la RDC d'un satellite, 722 millions d'achats d'armes par le ministère de la Défense et ancien combattant et état-major général de FARDC. Donc, voilà en quelque sorte la liste faite par la journaliste indépendante Paulette Kimuntu, qui a essayé un peu de répertorier pas les cas de corruption, mais les projets dont les financements ont subi des cas de corruption et de détournement. Donc, voilà en quelque sorte l'état où on en est avec la gouvernance actuelle, mais également la justice à double vitesse, puisque certains sont plutôt poursuivis pour avoir détourné, mais d'autres qui disent tout haut et qui se réclament appartenant au clan du président de la République, qui disent qu'il s'est partagé l'argent des financements de certains projets avant même l'exécution de ces projets-là, ne sont jamais inquiétés. Voilà, une justice à double vitesse promeut une mauvaise gouvernance, et lorsque la population reste apathique ou complice de ces détournements-là, ça crée des monstres au sommet de l'État ou des vautours qui mangent l'argent de l'État à tout va et avec une gloutonnerie assez impressionnante. Voilà en quelque sorte, très chers abonnés, c'est en quoi aura consisté WAB décryptage de ce vendredi 21 novembre 2025. Nous vous demandons de continuer à suivre les prochaines publications de WAB sur WAB Info Télévision, de continuer surtout à le partager, mais surtout d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines révélations, parce que WAB Info, c'est aussi un média de révélation choc. Aujourd'hui, nous vous en avons fait certaines, et prochainement, nous vous en ferons davantage. Merci beaucoup et ciao, à la prochaine.